Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la 7e étape de Paris-Nice. Étape un peu rabotée, et on va revenir sur le rabotage du côté du parcours. Je vous ferai la présentation du parcours du côté de cette étape. On gardera bien entendu la météo, puis je vous donnerai mes favoris pour cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir avec commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le parcours. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Juste après l'arrivée, vous avez également les shorts, vous avez également TikTok, je rappelle c'est pas la même chose, les deux vidéos sur ces deux plateformes là, et vous pouvez vous abonner. Et puis, également à TikTok, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Étape numéro 7, étape totalement modifiée, bien entendu avec la disparition de la Colmayane. On est arrivé plus basse en altitude à cause des conditions météo. Mon avis sur ce changement de parcours, j'ai envie de dire que c'est bien fait pour Aresso. Ça fait depuis quelques années que du côté de Paris-Nice, c'est un petit peu la course à l'échalote au niveau de l'altitude. Moi, j'ai connu l'époque où Paris-Nice, notamment quand c'était remporté par Tony Martin, mais même d'autres années, où Paris-Nice, allez, on allait à 1100 mètres, 1200 mètres, grand maximum. On n'allait pas sur des grands cols, sur des longs cols sur Paris-Nice, parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas. Alors, je ne sais pas à quel moment ASO s'est dit, tiens, les conditions climatiques le permettent pour aller à 1008, 1700 mètres d'altitude, parce que là, on a eu du cul. Au rond, c'était pas le plus haut qu'on ait fait. On a fait déjà 1850, je crois, le Turini. Mais je trouve que c'est oublié qu'à ce moment-là de l'année, quand on est au mois de mars, début mars, il peut y avoir encore des phénomènes de neige encore importants, qui peut encore faire très très froid. Et donc, normalement, on est suffisamment intelligent quand on est organisateur pour pas se mettre en difficulté à être obligé d'annuler, de modifier grandement des étapes. Ça fait quand même 2 années d'affilée. L'année dernière, c'était le vent. C'était pas vraiment de leur faute. Il y avait une tempête. Mais ça fait quand même 2 années d'affilée où soit il y a une étape d'annulée, soit il y a une grosse modification de parcours. Et c'est pas, enfin, c'est assez récurrent quand même sur Paris-Nice parce que je trouve qu'on prend trop de risques. Alors, ça a été la course à l'échalote parce que Tirreno l'a fait aussi, de mettre des grandes arrivées en montée et que Paris-Nice voulait garder des grands grimpeurs. Mais au lieu de faire des étapes où on essaye avec des montées sèches de monter à 1600, 1700 mètres d'altitude, il faudrait peut-être plutôt faire des étapes où on enchaîne les petits cols, comme l'étape de Nice par exemple, qui je trouve est toujours très bien réalisée parce que c'est un enchaînement de petits cols, pardon. C'est souvent très spectaculaire. Eh bien, on pourrait faire 2 étapes ressemblantes, on va dire, avec sur l'étape du samedi une petite arrivée au sommet pour clôturer, et puis l'étape du dimanche qui arriverait à Nice. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de monter en altitude, surtout que souvent, il n'y a pas un grand spectacle sur ces étapes-là. C'est un peu une élimination par l'arrière. Il n'y a pas des grandes accélérations parce qu'on est encore trop tôt dans la saison pour être au top physiquement et pour être en capacité vraiment de faire un gros changement de rythme. Donc je me dis que c'est un peu bien fait quand même pour ASO. Parce que s'ils avaient été suffisamment intelligents, eh ben, ils n'auraient pas conçu une étape avec la Colgnane, avec 2 cols en plus où on montait quand même en altitude. On savait que c'était un énorme risque quand même que ça puisse arriver. Et encore une fois, on est au mois de mars. Donc mois de mars, je sais bien qu'il y a le réchauffement climatique, mais bon, on n'a pas gagné 4 ou 5 degrés non plus en mars. Le réchauffement climatique, c'est pas plus 4, plus 5 degrés. Donc c'est un peu compliqué encore à cette période-là de l'année de monter en haute montagne. Forcément, ça modifie la course. Alors déjà pour l'étape d'hier, encore une fois j'enregistre l'étape de vendredi. Pour le moment, l'échappée n'est pas encore partie, vu qu'il est 13h50. Mais ça modifie la course où peut-être qu'on va être obligé de tout faire dimanche. Parce que cette montée finale, on a eu déjà une arrivée en 2016 où les écarts avaient été très réduits sur cette étape-là. Pourtant, c'était monté fort, il y avait eu du gros rythme, il y a eu des attaques de Contador, notamment c'était Zakharine qui s'était imposé, je crois. On n'avait pas eu de gros écarts entre les leaders. Donc c'est intéressant quand même d'un certain point de vue pour nous spectateurs, parce que peut-être que tout va se décider dimanche, si on n'arrive pas à faire la différence sur cette étape-là. On regarde tout de suite la présentation du parcours.
On regarde tout de suite le parcours donc modifié de cette septième étape, ce qui fait que je n'ai pas les derniers kilomètres. Parce que le roadbook, moi, que j'ai, c'était le roadbook du début de course, donc pas du tout le roadbook qui correspond à cette étape-là. Donc voilà, j'ai moins d'infos que d'habitude. Du côté de cette étape, donc comme on l'a vu, on est sur une étape qui fait donc 104 km seulement, avec toutes les modifications. Il y a eu pas mal de modifications, et surtout, bien, on ne passe plus par la Colmiane, ce qui était prévu, et on ne monte plus jusqu'à Oron. Donc on monte seulement à 1166 mètres de dénivelé, d'altitude, pas de dénivelé. Début de journée, donc départ de Nice, on va monter plein nord, voilà, à peu près, si vous voulez voir sur une carte. Et donc au début, le col des Gatières, 4 km 6 à 4,7 de moyenne, au bout de 9 km 500. Ça, c'était prévu au programme, hein, la côte de Gatières, elle était prévue. Hop là, j'ai pas mis les trucs dans le bon ordre. Donc la côte de Gatières, eh bien, hop, on va remettre là. Donc 4 km 6 à 4,7 de moyenne, vous voyez, il y a 1 km à 6,6. C'est typiquement les bosses de l'arrière-pays niçois, vraiment autour de Nice. Vous avez toutes ces petites bosses là, donc c'est à peu près, on va dire, un classique avec des rampes, mais pas mal de replats. C'est assez régulier. On verra ça demain notamment. Ça continue de grimper pendant 5 km. On voit à 3,6, hein, on va monter jusqu'à 550 mètres d'altitude. Ensuite, un petit plateau, la Roque en Provence. Puis on arrivera très vite à Saint-Jean-la-Rivière au kilomètre 88. Et ça sera le début de la Madone d'Utel, 15 km 1, 5,7 de moyenne. Côte de première catégorie. Alors vous allez voir, c'est pas la même chose que Oron en termes de difficulté. Voilà, c'est pas hyper pentu. On y est allé en 2016. Il n'y avait pas eu d'énorme écart. Pour tout vous dire, Pierre Rolland, je crois que Pierre Rolland avait fini à 1,15. Il était 17e de l'étape. Voilà, pour vous mettre à peu près, je crois que le premier coureur à la minute était Kelderman, je crois, avoir regardé le classement. Et malgré le fait qu'on n'avait pas forcément la même densité de coureurs que l'on peut avoir aujourd'hui sur les Paris-Nice, c'était pas fantastique, voilà, en termes d'écart. Donc ça risque d'être compliqué pour faire de véritables différences, surtout qu'on n'aura que la Madone d'Utel. Il n'y aura pas d'autres difficultés, hein, quasiment dans la journée, donc ça risque d'être compliqué pour faire des écarts. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir grimper vite si on veut faire la différence, et surtout rattraper du temps, parce que je rappelle que Buitrago, pour le moment, et Plap, ils sont devant Remco Evenepoel, notamment. On regarde la météo tout de suite, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, sur cette montée. Du côté de la météo, donc on part de Nice pour aller à la Madone d'Utel. Donc comme je vous avais dit, c'est plein nord, hein, tac tac tac, très compliqué en termes de parcours. On aura un vent d'est pendant toute la journée, donc ça sera un vent de côté, donc ça va un peu gêner les coureurs. Il va être entre 15 et 35 km/h. Le temps, lui, sera très nuageux avec de la pluie. Alors, on nous annonce 8 degrés en pleine. Ça sera peut-être plus faible dans la montée, mais surtout avec ce vent d'est qui ne va pas forcément réchauffer l'atmosphère du côté des coureurs. Donc voilà, sur cette étape, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je n'ai plus grand-chose à dire. On regarde tout de suite la stratégie de cette journée. Du côté de la stratégie, moi je pense que c'est assez facile. Je ne vois pas une échappée s'imposer. Je ne vois pas une échappée s'imposer parce que le parcours est très court. Déjà, il n'y a que 100 km de course parce que en gros, il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent pour les échapper au niveau carotte, que l'étape de dimanche est plus intéressante. Et en plus, on est en fin de course, donc il y a certains coureurs qui n'ont plus beaucoup d'essence au niveau des jambes. Et je pense très clairement que ça sera une victoire d'un leader. Et je vois pas non plus un second couteau. Je pense que ça sera vraiment un leader et que le mec qui va s'imposer au sommet, il sera quand même bien embarqué pour aller chercher la gagne sur Paris-Nice, même si je ne dis pas que ça sera le vainqueur de Paris-Nice, parce que je pense qu'on aura du mal encore à faire des écarts, mais je pense qu'il sera dans le top 3 sur le podium de Paris-Nice 2024, à part s'il a un gros problème sur l'étape de dimanche du côté de Nice. Mes favoris, donc comme je vois un leader s'imposer, eh bien j'ai mis Remco Evenepoel. Lui, il est capable, même quand il n'y a pas beaucoup de pente, de faire des écarts. C'est la force de Remco Evenepoel, c'est cette force de réussir à se fixer ses adversaires.
Donc je pense qu'il est en capacité de le faire. J'ai mis Buitrago parce que je me suis dit en cas de duel avec Remco Evenepoel, Buitrago il est capable de le sauter sur la ligne comme Skelmose l'a sauté sur la ligne au Montbrouilly. Puis j'ai mis Félix Gall. Félix Gall il est capable aussi de partir un petit peu à la pédale sans avoir besoin forcément de grosses pentes avec sa puissance. Il fait souvent des attaques très longues, Félix Gall. Donc je me dis que ça peut être une belle option. Et puis vu la forme qu'a Decathlon à G2R, ça serait juste la suite de cet énorme début de saison. Puis en gros Scott, j'ai mis Roglic. Je le trouve pas incroyable en termes d'état de forme, Roglic. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué aujourd'hui pour le coureur de la Bora. Mais on ne sait jamais. Avec quelques jours de plus dans les pattes après le Montbrouilly, peut-être que ça sera un peu plus facile. Peut-être que ça va débloquer les jambes, cette montée du côté de Primoz Roglic. Du côté des horaires, départ 10h35, donc départ matinal. Hein. Vu que l'arrivée sera à 15h, tout simplement parce qu'il y a le Tour de la destination. Il faut savoir que chaque année, hein, le dernier week-end de Paris-Nice, on part très tôt. On n'est plus habitué à partir à 10h35, 10h. Il y a les classiques, les monuments, où on part à cette heure-là. Et encore, Paris-Roubaix, on part à 11h. Mais c'est assez rare parce que c'est vrai que le cyclisme, moi j'ai connu l'époque où les arrivées d'étapes du Tour de France, c'était 16h. Maintenant, on arrive sur les étapes du Tour de France, il est 17h30. Et toutes les courses, avant c'était vraiment 16h l'heure d'arrivée des courses. La plupart des courses, maintenant c'est quand même plutôt 17h, 17h30. Donc on a pas mal décalé les horaires de départ. Et c'est vrai qu'un horaire matinal, bah, peut-être que certains coureurs ont un petit peu de mal à se mettre dans le rythme. Ça veut dire aussi que le réveil va être assez tôt, le temps de prendre le petit-déj, le temps de digérer un petit peu ce petit-déj. Bah, on est obligé de se réveiller un petit peu tôt. Donc la nuit risque d'être courte pour les coureurs. Ils sont peut-être déjà réveillés au moment où vous regardez cette vidéo. Programme télé Eurosport 2 à partir de 13h25, sur France Télé à partir de 13h35. Si vous voulez suivre la course, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.